La maison n'avait jamais été un endroit sûr. Dès mon enfance, j'avais compris que la chaleur familiale n'existait pas ici, remplacée par les cris, les reproches et les humiliations. Ma mère se plaisait à me rappeler que je n'étais rien, que je ne réussirais jamais. Ma sœur, plus jeune que moi, avait hérité de cette cruauté et la cultivait avec un plaisir sadique. Entre elles deux, je n'étais qu'une cible. Un soir, tout a basculé plus violemment encore. J'avais annoncé à ma mère que je voulais quitter la maison pour aller à l'université. Plutôt que de m'encourager, elle s'était mise à hurler, les larmes aux yeux, répétant que je ne l'aimais pas, que je l'abandonnais. Ma sœur, attirée par les cris, était entrée et avait demandé ce qui se passait. Ma mère, d'une voix déchirée mais pleine de colère, avait crié « Elle ne m'aime pas. Elle veut me quitter ». Sans prévenir, ma sœur avait sorti son téléphone et m'avait envoyé un message empoisonné. « Tu es une idiote. Je te déteste. Tu n'es qu'une ordure et je suis contente que tu aies été agressée. Personne ne t'aime et personne ne t'aimera jamais. Tu n'es qu'un fardeau. Pourquoi tu n'en finis pas une bonne fois pour toutes ?» Chaque mot m'avait transpercée. Je m'étais mise à pleurer en silence. Ma mère, au lieu de me consoler, avait éclaté de rire en voyant mes larmes. « Ta sœur est hilarante », avait-elle dit. Puis elle avait ajouté « Tu n'iras nulle part. Tu n'es rien. » Je voulais partir immédiatement, mais je ne savais pas où aller. La douleur m'écrasait, mais je comprenais que si je restais, je finirais par me briser complètement. Ce soir-là, j'avais pris une décision, je devais fuir, coûte que coûte. Plus tard dans la nuit, ma sœur était revenue me provoquer. Elle s'était arrêtée devant moi, le regard rempli de mépris, un sourire moqueur aux lèvres. « Alors ? Tu pleures encore ?» avait-elle dit d'un ton sucré. Sans attendre ma réponse, elle avait ajouté « Ah oui, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments, juste un vide à l'intérieur. » Puis, s'approchant de mon oreille, elle avait murmuré « Tu es un parasite. Tu devrais disparaître. Ce serait un cadeau pour tout le monde. » Enfin, elle m'avait donné une tape derrière la tête, me faisant vaciller. Elle avait ri comme si c'était un jeu. Je serrais les poings, incapable de réagir. J'aurais voulu crier, hurler ma douleur, mais je savais que cela ne ferait que nourrir son plaisir cruel. Alors je m'étais enfermée dans un silence glacé, espérant qu'elle parte. Quand elle avait enfin quitté ma chambre, j'étais restée figée, tremblante, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, assise sur mon lit, j'avais commencé à élaborer un plan. Je savais que je ne pouvais pas juste sortir par la porte d'entrée. Ma mère me surveillait sans cesse, et ma sœur trouverait un moyen de m'empêcher de partir. J'avais donc pris mon téléphone et commencé à sauvegarder des preuves. Je fis des captures d'écran des messages haineux de ma sœur et les envoyai sur mon adresse email, au cas où j'aurais besoin de montrer un jour ce qu'elle m'avait fait subir. Chaque capture était une gifle, mais je m'obligeais à rester concentrée. Ensuite, j'avais rassemblé quelques affaires. Un sac discret, quelques vêtements roulés pour prendre moins de place, mon ordinateur portable, son chargeur, et surtout les $300 que j'avais économisés grâce à mon petit boulot. C'était peu, mais c'était tout ce que j'avais. Je fourrais l'argent au fond de mon sac, comme si je voulais le cacher au monde entier. Alors que je terminais de fermer la fermeture éclair, j'avais entendu des pas dans le couloir. Mon sang s'était glacé. La poignée de ma porte avait bougé, et la voix de ma mère avait retenti, dure. « Ouvre la porte. » Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'avais oublié de déverrouiller la porte. J'avais pris une grande inspiration et m'étais avancée pour l'ouvrir. Ma mère s'était tenue dans l'encadrement, les bras croisés, ses yeux perçants fixant le sac sur mon lit. Je vis la colère se répandre sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu comptes partir ?» J'avais essayé de paraître calme, même si ma voix tremblait. « Non, Je préparais juste mes affaires pour l'université. Je voulais être prête. » Elle n'avait pas cru un mot. Elle s'était avancée, son visage à quelques centimètres du mien. « Tu crois que tu es plus maligne que moi ? Tu crois que tu peux me fuir ? Écoute-moi bien, tu n'iras nulle part. Tu restes ici. Tu appartiens à cette famille. » J'avais baissé les yeux, murmurant un « pardon » qui me brûlait les lèvres. Faire semblant d'obéir était ma seule chance de gagner du temps. Finalement, elle avait reculé, un sourire cruel aux lèvres. « C'est bien. Tu ne m'échapperas pas », avait-elle dit en claquant la porte. Je m'étais laissé tomber sur mon lit, les mains tremblantes. Tout mon corps était tendu, mais ma décision était plus ferme que jamais. Oui, je partirais. Oui, je trouverais un moyen. Peu importe si je devais m'enfuir en pleine nuit, pieds nus dans la rue. Rester ici signifiait mourir à petit feu. Je n'étais plus une enfant. J'étais une prisonnière. Et j'étais prête à m'évader.
La nuit où j'ai enfin décidé de franchir le pas reste gravée dans ma mémoire comme une scène irréelle. Tout s'est passé trop vite, et pourtant chaque seconde semblait durer une éternité. J'avais attendu que le silence tombe dans la maison, que ma mère et ma sœur se retirent dans leur chambre. Mon sac était prêt, caché derrière la porte. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il réveille toute la maison. J'avais glissé mes chaussures sans bruit, serrant les sangles de mon sac contre mes épaules. Chaque geste me semblait suspect, chaque craquement du bois sous mes pas résonnait comme un coup de tonnerre. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, j'ai cru que j'allais y arriver. Mais soudain, la lumière du salon s'est allumée. Ma mère était là, comme une ombre surgie de nulle part. Son visage s'était figé lorsqu'elle m'avait vue. Puis, ses yeux s'étaient rétrécis, et j'avais senti la tempête arriver. « Où crois-tu aller » avait-elle hurlé. Avant que je n'aie pu répondre, elle avait attrapé un vase et l'avait lancé dans ma direction. J'avais à peine eu le temps de reculer pour l'éviter. Il s'était brisé contre le mur, projetant des éclats tout autour de moi. Mon cœur battait à toute allure. Elle s'était avancée, me traitant de tous les noms, m'accusant d'ingratitude, de trahison. Et surtout, elle avait lâché cette phrase terrible. « Si tu franchis cette porte, je te jure que je te détruis. » À cet instant, je savais que je n'avais plus le choix. Je ne pouvais pas reculer. Alors, j'avais couru. J'avais ouvert la porte malgré ses cris et m'étais engouffré dans la nuit, mes jambes me portant plus vite que je ne l'aurais cru possible. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Mon corps tremblait de peur, mes vêtements sentaient la sueur et la poussière, mais je continuais d'avancer. Je savais que je ne pouvais pas me réfugier chez mon ami et sa famille, même si elles avaient proposé de m'aider. Peu avant mon départ, elles avaient changé d'avis. Elles avaient avoué qu'elles avaient trop peur des représailles de ma mère. « Si elle découvre que tu es chez nous, elle pourrait faire quelque chose de fou », m'avait-elle dit. J'avais ressenti un profond découragement en entendant cela. Mais au fond, je les comprenais. Alors, il ne me restait qu'une option, le refuge pour victimes de violences domestiques dont j'avais entendu parler. J'avais pris le bus avec l'argent que j'avais économisé, le regard fixé sur le sol, craignant à chaque instant que ma mère surgisse derrière moi. Quand je suis arrivée, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à remplir les papiers. Mais les bénévoles m'avaient accueilli avec douceur. Le premier soir au refuge, je me suis assise sur un lit propre. J'avais envie de pleurer, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de désespoir. C'était de soulagement. Personne ne criait. Personne ne me menaçait. J'entendais seulement le murmure des autres femmes, les pas calmes du personnel, et je sentais une sécurité fragile, mais réelle. Le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital, escortée par une travailleuse sociale du refuge, afin d'obtenir mes médicaments. Mon apparence me préoccupait, mes cheveux en bataille, mes vêtements froissés, mon visage marqué par les nuits sans sommeil. J'avais peur d'être jugée. Mais au lieu de cela, on m'a simplement tendu mes traitements, sans me poser de questions. J'ai compris alors que ma survie importait plus que mon image. Au refuge, on m'avait expliqué les règles, 30 jours maximum. Ce chiffre me hantait. 30 jours pour trouver une solution, un emploi, un logement, une stabilité. Le compte à rebours s'était enclenché dès mon arrivée. Pourtant, malgré cette épée de Damoclès, je ressentais un apaisement inédit. Les nuits n'étaient plus un calvaire. Je pouvais dormir sans craindre qu'une porte s'ouvre violemment, sans craindre un rire moqueur ou un objet lancé contre moi. J'ai commencé à chercher du travail immédiatement. Un entretien s'est présenté rapidement, dans un cinéma. L'idée de travailler là me plaisait, j'aimais le calme des salles obscures, l'odeur du pop-corn. Je savais que je n'avais pas grand-chose à perdre, alors j'ai décidé d'être honnête pendant l'entretien. J'ai expliqué que j'étais dans un refuge et que j'avais désespérément besoin de ce poste. Pendant ces jours d'attente, j'ai pris conscience que je n'étais pas seule. Le refuge abritait d'autres femmes, toutes marquées par des histoires différentes mais semblables dans leur douleur. Certaines m'ont donné des conseils, d'autres m'ont écouté sans jugement. Petit à petit, une solidarité est née. Nous partagions nos repas, nos rires timides, nos silences lourds de souvenirs. Chaque soir, en m'allongeant sur mon lit, je repensais à ma fuite. Je revoyais ma mère, son visage déformé par la haine, et ma sœur, ses mots empoisonnés. J'avais l'impression que leurs voix résonnaient encore dans ma tête. Mais au refuge, ces voix commençaient à s'affaiblir, remplacées par quelque chose de nouveau, l'espoir. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Peut-être que je ne trouverais pas de travail. Peut-être que je n'aurais pas d'endroit où aller après ces 30 jours. Mais au fond de moi, je sentais une certitude brûlante, je n'étais plus prisonnière. J'avais brisé mes chaînes, même si le chemin restait incertain. Je n'étais pas encore sauvée. Mais pour la première fois, je croyais qu'il était possible de l'être.
Presque 3 ans se sont écoulés depuis ma fuite. Lorsque je repense à la jeune femme terrorisée qui avait couru hors de la maison cette nuit-là, j'ai parfois l'impression qu'il s'agissait d'une autre personne. Pourtant, c'était bien moi, brisée, désespérée, persuadée que rien de bon ne m'attendait. Aujourd'hui, ma vie a pris une direction que je n'aurais jamais osé imaginer. Le refuge où j'avais trouvé abri s'est révélé être une véritable bouée de sauvetage. Contrairement à ce que je craignais, ce lieu n'était pas froid ni impersonnel. Il était neuf, lumineux, et le personnel faisait tout pour nous offrir une atmosphère rassurante. Chacune des femmes avait sa propre chambre avec salle de bain. Nous étions environ 7, et très vite, nous avons créé des liens. Certaines avaient beaucoup plus d'expérience de vie que moi, et elles me prenaient un peu sous leur aile. Elles me donnaient des conseils pratiques, me maquillaient pour mes entretiens, m'encourageaient quand je doutais. Nous avions des règles à respecter, comme cuisiner à tour de rôle. Ces petits rituels ont fini par souder notre groupe. Des bénévoles venaient aussi régulièrement. Je n'oublierai jamais ce jour où une église locale nous a offert des couvertures faites main. La mienne est encore avec moi. Quand je la serre contre moi, je me rappelle à quel point j'ai parcouru du chemin. Le refuge proposait également des séances de thérapie, individuelles et en groupe. Au début, j'étais réticente. Parler de ma famille, de ma mère, de ma sœur, me semblait insurmontable. Mais peu à peu, j'ai trouvé les mots. Les autres femmes écoutaient sans juger, et dans leurs histoires, je retrouvais des fragments de la mienne. C'est grâce à ces échanges que j'ai compris une vérité essentielle. La violence familiale est aussi une violence domestique, et personne n'a à la supporter. Finalement, j'ai trouvé un emploi. Pas au cinéma, comme prévu, mais dans un autre domaine, mieux payé. J'avais prétendu lors de l'entretien que je ne comptais pas reprendre mes études, car je savais que ce travail exigeait un engagement à long terme. C'était un mensonge nécessaire pour obtenir la stabilité dont j'avais désespérément besoin. Avec ce salaire, j'ai pu louer une chambre. Mon colocataire, un routier souvent absent, était un homme plus âgé. Au départ, j'étais mal à l'aise, mais il s'est révélé d'une grande gentillesse. Nos emplois du temps ne se croisaient presque jamais. Nous communiquions par de petits mots laissés sur la table. J'ai gardé certains de ces mots, témoins d'une période où la simplicité et le respect signifiaient tout pour moi. Lorsque mon congé médical a pris fin, j'ai finalement repris mes études, mais dans une autre université, loin de mon ancien environnement. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où personne ne connaissait mon histoire familiale. Dans mon dossier d'admission, j'avais écrit un essai racontant les épreuves traversées et la façon dont j'avais surmonté les obstacles. Contre toute attente, cela a joué en ma faveur. J'ai travaillé dur, parfois jusqu'à l'épuisement, mais je savais pourquoi je le faisais. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme, j'ai ressenti une fierté immense. Ma sœur avait eu tort, je n'étais pas un rien. J'étais une survivante, une femme capable de bâtir sa propre vie. Même si j'avais mis un peu plus de temps que d'autres, le délai importait peu. L'important, c'était d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et puis, la vie m'a offert encore plus que je n'espérais. J'ai rencontré un homme merveilleux. Attentif, tendre, protecteur sans être oppressant. Lors de mes premières maladies, il s'est montré d'une sollicitude bouleversante. Il sortait en pleine nuit pour m'acheter de quoi me réhydrater, il me préparait des soupes quand je n'avais pas la force de me lever. Des gestes simples, mais que je n'avais jamais connus auparavant. Quand j'étais enfant, malade, ma mère me disait de me taire et de retourner dormir. Avec lui, c'était l'inverse, il veillait à ce que je sois réconfortée et écoutée. Il a une grande famille, chaleureuse et accueillante. Ses 6 frères et sœurs m'ont immédiatement intégrée comme l'une des leurs. Sa mère, surtout, est devenue une véritable figure maternelle pour moi. Elle me dit souvent que je suis comme sa fille, et je la crois. Chaque repas de famille, chaque éclat de rire partagé avec eux, répare un peu plus les blessures laissées par mon passé. Récemment, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, évidemment. À travers lui, j'ai découvert une stabilité et un amour que je n'aurais jamais pensé mériter. Et pourtant, je me rends compte que j'ai appris à me les offrir moi-même d'abord. Mon thérapeute m'avait conseillé un exercice simple, m'offrir chaque semaine un petit bouquet de fleurs. Au début, cela me paraissait ridicule. Aujourd'hui, c'est devenu un rituel sacré. Ces fleurs me rappellent que je mérite la douceur. J'ai aussi appris à protéger mon temps et mon énergie. Quand je suis malade, je prends soin de moi, sans culpabiliser. Quand j'ai besoin de solitude, je coupe mon téléphone et je me recentre. J'ai compris que l'amour-propre est la première étape vers toute guérison. En relisant les écrits que j'avais rédigés au refuge, je me suis mise à pleurer. Je voulais serrer dans mes bras la jeune fille désespérée que j'étais alors. Elle ne croyait pas qu'elle s'en sortirait, elle pensait que 30 jours ne suffiraient jamais pour transformer sa vie. Pourtant,
ces 30 jours ont été le commencement d'une nouvelle existence. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir avec sérénité. Les cicatrices sont toujours là, mais elles ne saignent plus. Elles témoignent seulement du chemin parcouru. Je ne suis plus la prisonnière d'une maison toxique. Je suis libre, aimée et surtout. Je me suis enfin choisie moi-même.